Vous êtes sûr que vous êtes des CE1? Vous êtes un peu plus grand que mes CE1 d'habitude. Ok, donc c'est parti, bon, on va démarrer. Donc moi je m'appelle Marc Ajonis-Nevers et je vais vous parler d'apprendre à coder avec du bois. Donc c'est un petit peu dans la continuité de ce que vous a présenté Marc tout à l'heure pour ceux qui étaient dans l'amphi. Et voilà, donc, pour me présenter très rapidement, ouais, à la base je suis parisien, je suis arrivé il y a 7 ans à Clermont-Ferrand. Et je suis ingénieur agronome. Donc voilà, pas forcément de lien avec l'informatique, si ce n'est via la statistique. Et c'est effectivement via ce biais-là que petit à petit je suis arrivé au machine learning, puis à tout le numérique en fait de façon générale. Je suis aussi papa de 4 enfants, 7 à 12 ans. Et de fil en aiguille, le destin a fait que j'étais amené à créer, un peu par hasard, en 2023, le concept Code en bois pour présenter ça à l'école de mes enfants. Je voulais expliquer ce que c'était que l'informatique scientifique, un peu les algorithmes. Et j'ai rien trouvé de mieux que j'avais des planches d'étagère, j'avais une scie sauteuse, et donc je connaissais Scratch évidemment, Scratch pour les enfants. Et donc ça, voilà, Code en bois est apparu comme ça. Euh, je spoil personne en disant que le monde digital dans lequel naissent nos enfants et dans lequel ils vont vivre toute leur vie, c'est un monde ultra connecté. Tous les petits points verts, en fait, vous faites pas un pas dehors de chez vous sans avoir affaire à un processeur. Vous prenez pour les dames, vous prenez vous préparez le test, vous videz votre sac à main, vous avez devant vous à peu près une quinzaine, une vingtaine de microprocesseurs, de circuits intégrés au total, hein, dans tous ces objets-là et j'en passe. C'est d'ailleurs assez rigolo de voir que dans un objet aussi bête qu'un ticket de bus de la région Aura, qui est une puce, donc une puce NFC à l'intérieur. Cette puce NFC, elle est aussi puissante que l'ordinateur de Apollo 11 qui a envoyé les hommes sur la Lune. Donc, j'aimerais bien voir la tête du mec si on l'amenait dans le futur. Tout le monde en train de balancer ça à la poubelle pour 1 euro. Et dit oh non, j'ai passé 5 ans à développer ce truc. Donc c'est fou. Enfin donc c'est ce que disait Marc. Hein, pour que il faut être acteur de ce monde-là pour pas qu'on soit contrôlé par les algorithmes. Donc apprendre le plus tôt possible et les enfants ils sont capables d'apprendre très tôt les algorithmes. Alors à l'école, donc ça c'est une réforme de 2017, pardon. 2016, septembre 2016, la grosse réforme de l'éducation nationale sur l'apprentissage de la programmation, donc avec Scratch en français, tout ça, donc ça a été mis en place pas forcément toujours appliqué dans les écoles, hein, mais dès la maternelle, vous allez voir, dès la maternelle, les enfants apprennent les algorithmes. Alors c'est très rigolo parce qu'en grande section, un jour, vous êtes votre gamin, il revient à la maison, il dit papa, j'en ai appris les algorithmes. Je dis waouh, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des suites de Fibonacci, ils ont fait du tri, et en fait non, ils ont juste fait des gommettes qui changent de couleur alternativement. C'est ce qu'ils appellent les algorithmes, et c'est rigolo. Alors encore, ce qui est dommage, c'est que ce mot algorithme qu'ils connaissent en grande section, voire au CP, bah, ils l'oublient totalement jusqu'à 12 ans. Ils n'en parlent plus jamais. Donc à 12 ans, c'est là où on décide de, tiens, on va les mettre en salle informatique devant Scratch. Et donc, du coup, bah, Scratch, vous voyez ce que c'est, hein, du code bloc, du code visuel. Et ça commence à 12 ans, et après, ils passent sur Python dès le lycée. Entre les deux, bah, il ne se passe pas grand-chose. Il y a un peu un trou noir éducatif. Les maîtresses sont plutôt littéraires, vous le savez, elles ne sont pas formées, il y a très peu de budget, etc. Et il y a déjà beaucoup d'écrans, donc malheureusement, la programmation, l'algorithmique rentre pas trop à cet âge-là. C'est pour ça que Code en bois, en fait, il apparaît, nous on propose ici. Donc Code en bois, c'est un système d'apprentissage totalement débranché. Donc le débranché, au sens scientifique, c'est du papier, des feuilles, et c'est rien d'électronique, hein, d'accord? C'est pas d'écran. Voilà, ça c'est du total débranché. Et Code en bois, voilà, arrive à ce moment-là pour faire apprendre aux enfants l'algorithmique dans les écoles. Donc on propose ça aux écoles, aux collèges, donc ça va de 6 à peu près 6 à 13 ans. Et ça marche super bien. Alors, avec du bois, donc pourquoi du bois? Bon, on aurait pu utiliser un autre matériau pour faire de l'algorithmique débranché, mais c'est vrai que c'est un matériau très noble et très sympa. Donc, le choix était assez rapide d'utiliser du bois pour faire des briques en bois comme celle-ci que vous voyez là. Alors, quelques infos très rapidement avant de vous faire coder pour de vrai. Donc, c'est conçu et fabriqué en Auvergne. Donc, voilà, on fournit, on intervient dans les classes, les collèges primaires et collèges jusqu'en quatrième à peu près. C'est jouable de 6 à 13 ans et ensuite de 18 à 99 ans. Alors, j'ai fait ce double intervalle parce que bon, bah, il y a la crise d'ado au milieu, hein, donc ils ont pas forcément, ils sont un peu moins forcément, ils préfèrent les ordi, tous les smartphones. Une version familiale existe, etc. Et c'est des missions, ça s'apparente un petit peu par certains côtés à un smart game. C'est-à-dire qu'on a deux modes de jeu, on peut jouer vraiment tout seul, un petit peu en mode jeu de société en smart game, mais on peut aussi faire l'activité en classe, en gros, en forte interaction, c'est ce que je vous propose. Le timing,
10 minutes. Voilà. Euh, alors comment ça se passe en classe pour apprendre à l'algorithmique avec du bois? Donc l'histoire c'est un petit robot, comme souvent, un petit robot qu'on doit piloter et qui doit aller trouver un trésor dans un labyrinthe. Alors celui-là, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le représenter, mais ce qui se passe, c'est de le dessiner, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a nos petits aimants, et là, toute la classe le voit, parce qu'ils sont bien gros, les aimants, donc hop, on va dessiner notre petit parcours, tac, 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 alors, je ne vais pas le dessiner, parce que ça va me saouler d'effacer après, et notre petit robot, il dispose de un tir laser, voilà, c'est le petit 1, pour tuer ce petit bug, et ensuite, il doit aller creuser sur le trésor. Donc, on va évidemment faire un programme très simple. Alors, là, je vous le fais très vite, parce que, hop, vous pouvez aussi me dire les instructions, puis on va voir si vous... C'est quoi la première? Voilà, avance. Je vais peut-être me mettre sur le côté un petit peu. Ensuite, alors on va dire pivote. Parce que tourne, c'est vrai que c'est parfois un peu ambigu. Ensuite, on doit tirer. Alors vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes, ça permet aux enfants qui ne savent pas encore lire, qui sont étrangers, ou qui sont vraiment tout petits, de comprendre quand même les instructions. Donc ensuite, on va avancer. Ensuite, on va tourner, pivoter, pardon, à gauche, ouais, très bien. On va avancer. Et pour récupérer le trésor, il y a une petite particularité, c'est qu'on doit creuser. Voilà, un programme totalement séquentiel, très simple en fait, et donc qui fait appel finalement à des mouvements relatifs du robot. Donc là, on travaille beau ça, c'est vraiment maternelle, enfin grande section, CE1, CE2, etc. Et même tout le monde, on commence par là. Je vous fais 3 heures d'atelier en 7 minutes. On accélère 30 fois là. D'accord? Donc, suivez bien, ça va aller très vite. Alors, assez vite, on peut leur introduire, donc les introduire aux boucles, aux répétitions, ce qu'on appelle les boucles bornées en fait dans le langage un petit peu pédagogique, c'est-à-dire les itérations avec une boucle for et un compteur. Donc, pour faire une boucle bornée, on a aussi un matériel assez sympa qui ça. Tac. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse, j'ai une indentation qui se crée, donc vraiment on est très proche de ce qu'on va avoir dans un vrai code Python par exemple. Et quelles sont les deux instructions qu'on doit répéter ici? Allez-y, je vous attends. Avance. Tire et avance. D'abord tirer, ensuite avancer. Voilà. Alors, à la fin, on va tomber sur le trésor, donc il va falloir creuser, mais combien de fois on fait cette boucle? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ou je peux rajouter un avance et mettre 6. Ça va pour tout le monde ou pas là? Répète 7 fois, tire, avance. Je tire une fois de trop dans le vide, c'est pas grave, mais ça me fait un programme, une ligne plus court. Voilà. Après, on peut parler des variantes. C'est l'occasion d'échanger en classe, c'est ça qui est toujours sympa. Donc là, vous verrez, cette brique, elle a deux fonctions. Tout de suite, hop. Alors allez-y, là, il faut me débarrasser de tous les petits insectes. Il y en a un nombre qu'on ne connaît pas forcément sur chaque case et qui n'est pas d'ailleurs forcément identique sur chaque case. Qu'est-ce que vous feriez? On tourne et on tire, et est-ce qu'on tourne et on tire un certain nombre de fois, ou est-ce qu'on utilise un capteur d'ennemis, qui est par exemple le petit lidar du robot? On peut faire ça. Répète tant que j'ai un ennemi devant moi. Donc là, on introduit les boucles non bornées, hein, les while. Répète tant que. Donc déjà, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat à comprendre. Alors vous voulez faire quoi? Tire et tourne. Alors on va essayer. Tire et pivote à droite. Voilà, hop. Là, je vais vous le faire au tableau cette fois-ci, parce que vous allez voir un petit peu comment ça se passe au tableau. J'ai besoin de 2 volontaires, s'il vous plaît. Il y en a un qui va venir et un qui va rester. 5 minutes, c'est parfait. Il ne me reste plus que 2 défis. Alors, est-ce que j'ai un volontaire qui vient? Non? Ouais? Alors, vous venez ici. Génial. Hop. Et j'ai besoin d'un autre volontaire qui va rester sur place et qui va être le capteur. Non, non, vous restez assis. Donc vous êtes le capteur d'ennemis. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez entendre le mot ennemi, vous allez répondre c'est vrai ou c'est faux. D'accord? Le capteur d'ennemis qui vérifie un ennemi devant nous. Donc on y va. Donc répète tant que il y a un ennemi. C'est vrai. Donc on peut y aller. Tire et tourne, pivote à droite. Non, tu vois, tu tires vers là. Ah d'accord. Ah oui, oui. Tire et pivote à droite. Garde-le à la main, sinon il va. Voilà. Ouais, d'accord. Tant qu'il y a un ennemi.
Tire et pivote à droite. C'est comme ça que ça se passe en classe, hein. Les groupes, ils viennent au tableau, on se parle et on dit à l'oral l'algorithme. Tire et pivote à droite. Tant qu'il y a un ennemi, tire et pivote à droite. Tant qu'il y a un ennemi, c'est faux. La boucle s'arrête. Vous êtes d'accord? Donc là, le programme n'a pas marché jusqu'au bout. Bon, en tout cas, il n'a pas planté, mais il n'a pas atteint son objectif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce défi? Il faut faire une boucle dans une boucle. C'est un petit peu, bon, je pense, c'est en 5 minutes, on peut trouver. Hop, ça, on va faire comme ça. On va mettre celle-là à l'intérieur. On va faire une boucle qui va faire une stratégie différente. Au lieu de faire la mitraillette à la Rambo, où on tourne sans arrêter de tirer, bon, on va d'abord tirer sur tous les ennemis qui sont devant nous. Hop, tac. Je viens mettre la fin de répétition ici. Et j'ai un petit itérateur à mettre qui est le chiffre 4. Voilà. Donc 4 fois, parce qu'il y a 4 points cardinaux. Donc 4 fois, je vais réaliser les mêmes opérations. Donc répète tant qu'il y a un ennemi tire. Je vais détruire tous ceux qui sont devant moi. Je vais tourner et répéter ça 4 fois. Donc là, déjà, on est sur un concept un petit peu plus technique, où il faut quand même plus un peu d'abstraction, presque, un petit peu d'échange sur la stratégie avant de rentrer dans le cambouis du programme. Combien de temps? 2 minutes? 3 minutes. Alors, allez, un dernier pour le fun. 2 trésors ici. Enfin, pardon. Un trésor, mais on ne sait pas où il est. Il peut être soit ici, soit ici. Ça, on sent qu'on va avoir besoin de faire appel à une condition. Et ça tombe bien parce qu'on a un capteur de trésor. Donc c'est une sorte de radar, en fait, qui va regarder dans le sol s'il y a un trésor sous mon robot. Paf, capteur de trésor, voilà. J'enlève ça. Tac, tac, tac. Quelqu'un a une idée ou pas? Alors, le capteur de trésor, il détecte sous mon robot. Donc, on va d'abord aller peut-être se positionner à droite. Pourquoi pas? Allez, on y va. Hop, donc là, j'utilise... J'ai un nombre restreint de briques, hein, c'est-à-dire que j'en ai pas 36 000. Il y a une contrainte. J'ai que 4 avances, donc je peux pas faire tout ce que je veux. Ensuite, on va peut-être faire pivoter notre bonhomme, histoire de se préparer à aller dans l'autre sens. On pivote à droite ou à gauche, c'est pareil. 2 fois à gauche, 2 fois, parce que chaque fois, c'est un quart de tour. Donc là, on va se retrouver ici, et dans l'autre sens. Et maintenant, c'est quoi la logique? Alors, si quoi? S'il y a un trésor, et c'est là que c'est rigolo parce que la brique creuse, j'en ai qu'une seule. Ah! Comment on va faire? Qu'est-ce que j'écris là? C'est quoi le point d'interrogation? Voilà. Bon, le dernier, les 2 briques point d'interrogation, vous les avez devinées? Quand je suis au bout à droite, s'il n'y a pas de trésor, là où je suis, c'est là où je vais de l'autre côté. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive à la fin, soit je suis là-bas, soit je suis là-bas, mais de toute façon, je creuse. Voilà. Alors pour terminer, parce qu'il me reste une petite minute, on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Et là, dans mon carnet de missions, j'ai une cinquantaine, bientôt une soixantaine de missions qui, au début, sont très simples et à la fin sont quand même un peu difficiles, même pour des informaticiens. Là, on a une mission qui nécessite d'utiliser des variables. Alors ça tombe bien, pour le scolaire, on a développé une extension avec des variables qu'on peut mettre pour les incrémenter, les lire, les utiliser. Voilà, donc ça c'est sorti en septembre, juste là, à la rentrée. Donc là, par exemple, on va avoir un algorithme qui va nécessiter d'incrémenter une variable, de faire des allers-retours comme ça de taille croissante. On va aussi travailler ce que c'est que l'infini, parce que c'est très drôle, les élèves disent oui, mais on va à l'infini, et quand on arrive à l'infini, après on fait demi-tour. Ouais. Ah, t'es sûr de ce que t'as dit? Voilà. On va aussi pouvoir parler même de complexité, de ressources. Quand est-ce que le robot est-ce qu'il a assez d'énergie pour aller si ton trésor il est 10 fois plus loin, tu te rends compte que ça demande 100 fois plus de temps pour atteindre l'objectif de faire ces allers-retours là. Donc en fait on peut parler de notions vraiment déjà assez complexes avec ça. Et je vous montre pas des autres défis, mais il y en a vraiment plein qui sont tous plus amusants les uns que les autres. Voilà, donc Code en bois, une initiative récente, donc il y a à peine 2 ans, et que les enfants aiment beaucoup, donc ça diffuse dans les écoles. Petite question, n'hésitez pas. Ouais. Vous avez Des kits? cartons à vendre? Alors, voilà, je montre un petit peu. Donc ça, c'est la taille. Ça, c'est la version enseignant au tableau. Ça, c'est la taille que les enfants ont tous sur leur table. Et après, ça, c'est la taille des petits kits, on va dire voyage. Voilà. Bah,
C'est fini, je pense. Merci.